Loire. Alors, pas toute la biodiversité, qui est très, très riche. Nous, on va se concentrer sur certaines espèces d'oiseaux qui ont toutes en commun de nicher au sol et principalement sur des bancs de sable, plus ou moins dénudés. Voilà, donc la Loire, vous la connaissez déjà probablement tous et toutes un petit peu. Donc, on a l'habitude d'entendre dire et de dire même que c'est l'un des derniers grands fleuves sauvages d'Europe, ce qui n'est pas faux. Alors, ce n'est pas un fleuve 100% sauvage. Il y a des aménagements et notamment il y a des digues. Il y a très très peu de barrages, mais il y a quand même 2 barrages en amont de la Loire. Donc, elle n'est pas à 100% un fleuve sauvage, mais elle est extrêmement, quand même, encore, elle a un fonctionnement extrêmement naturel encore par rapport à pratiquement tous les autres fleuves d'Europe occidentale qui ont été absolument totalement dénaturés et transformés plus ou moins en canaux navigables. Voilà, avec des variations de niveau d'eau assez faibles, pas d'îles ou de bancs de sable, des bords artificialisés, souvent enrochés, des berges rectifiées, enfin beaucoup d'aménagements qui font qu'en fait ces rivières ne ressemblent pas à ce que devrait être une rivière. Voilà. Sur d'autres continents, on a encore beaucoup d'exemples de rivières 100% sauvages et la Loire ressemble assez bien à beaucoup de ces fleuves qu'on peut voir sur d'autres continents. Et notamment, il y a beaucoup de milieux naturels très riches qui sont très diversifiés encore en bord de Loire, qui font que c'est un fleuve encore sauvage. Et notamment, donc, il y a beaucoup de variations de niveau d'eau et la Loire est un fleuve non navigable puisque c'est un fleuve très dangereux à naviguer puisqu'il y a énormément de bancs de sable et de grèves et d'écueils possibles pour la navigation. Et donc, c'est cette caractéristique qui fait de la Loire un fleuve remarquable sur le plan écologique, puisque on a tous ces bancs de sable, toutes ces grèves, ces plages, ce qu'on peut appeler des plages, ça ressemble à des plages, mais c'est des plages au bord de l'eau douce, mais c'est quand même des plages qu'on appelle plutôt des grèves, normalement, sur la Loire, et puis des îles de sable, qui sont plus ou moins composées de sable pur. Voilà. Donc certaines de ces îles évoluent vers des boisements qui deviennent des forêts ensuite, des forêts très naturelles aussi sur la Loire, qui ne sont pas exploitées, qui sont très sauvages. Et certaines de ces îles restent, soit naturellement, soit parce qu'on les aide un peu, des bancs de sable dénudés. Donc voilà pour la présentation de la Loire. Donc toutes ces caractéristiques font que la Loire, qui est située en plein milieu de l'Europe, est un axe de migration majeur. Donc non seulement un axe, puisqu'on a des oiseaux qui la montent et qui la descendent, mais aussi une halte migratoire majeure, puisque beaucoup d'oiseaux vont directement du sud vers le nord, puis du nord vers le sud lors de la migration, et s'arrêtent évidemment souvent en survolant la Loire et en se rendant compte qu'elle est très accueillante pour eux. Donc, et évidemment, beaucoup sont des oiseaux d'eau parmi tous ces oiseaux. Donc, c'est une zone d'alimentation aussi. Beaucoup d'oiseaux, notamment, s'alimentent sur la Loire. Et la plupart des oiseaux qui nichent sur la Loire s'alimentent sur la Loire aussi, où on trouve une grande profusion de nourriture, et notamment de poissons, ce qui convient à beaucoup d'espèces qui sont piscivores, donc des poissons. Et puis aussi, au bord de la Loire, on a des plages de vases ou de cailloux qui sont riches aussi en micro-organismes qui nourrissent beaucoup d'espèces aussi, dont certaines qu'on va voir ce soir. Donc tout cela fait, donc le fait que non seulement il y ait beaucoup de milieux qu'on retrouve nulle part ailleurs, donc comme des îles et des bancs de sable, le fait qu'il y ait beaucoup d'alimentation pour tous ces animaux, le fait qu'on ait normalement une certaine quiétude, puisqu'on est à l'écart
les îles et les bancs de sable sont à l'écart des berges. Donc tout ça fait que les oiseaux ils trouvent une certaine quiétude et même carrément on peut dire une oasis pour eux. La Loire, c'est une oasis pour beaucoup d'oiseaux qui ne retrouvent pas des conditions aussi favorables nulle part ailleurs. Donc beaucoup d'oiseaux s'installent pour nicher sur ces bancs de sable. Voilà. Voilà. Donc parmi les oiseaux qui nichent sur les îlots de la Loire, donc il y en a un certain nombre qu'on va retrouver dans toute la région. Les plus célèbres sont les sternes, qui sont un peu les emblèmes de la Loire, il faut le dire. Donc il y a deux espèces qui n'ont pas du tout le même statut hein, en termes de conservation ni d'abondance. Il y a la sterne pierre-garin et la sterne naine. Alors ensuite, il y a les mouettes. Donc il y a la mouette rieuse et puis il y a aussi la mouette mélanocéphale qui n'est pas illustrée là mais qui niche dans certains départements de la région. Le petit gravelot, qu'on retrouve aussi bien sur les îles, mais aussi sur les plages et les berges. Dès qu'il y a un banc de sable ou de gravier, il y a des petits gravelots, souvent. Il y a des goélands aussi qui nichent sur la Loire, les goélands, notamment le goéland le coffet. Il y a aussi une espèce qui est un peu moins connue du grand public et qui est très, très attachante et très, très rare, qu'on retrouve sur la Loire, dans toute la région, c'est le chevalier guignette. Un petit chevalier, un limicole en fait, comme le gravelot. Ces deux petits oiseaux sont de la famille des limicoles, des petits échassiers en fait qui s'alimentent au bord de l'eau. Voilà. Alors, on l'a vu juste avant, il y a deux espèces de sternes. Donc la sterne Pierre-Garin, c'est la plus grosse des deux déjà. Elle fait la taille d'un pigeon, on peut dire, un petit pigeon de ville, quoi. Euh, Elle n'est pas du tout proportionnée pareil, hein. Beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante, avec un vol différent, mais la taille est à peu près celle d'un pigeon. Euh, on peut la distinguer grâce à son bec. La couleur de son bec permet d'identifier. C'est un bec rouge, rouge orangé. C'est pas un rouge très vif, mais c'est quand même bien, c'est rouge, avec en tirant un peu sur l'orangé. Et la pointe est un peu plus sombre. Voilà. Euh, alors, juste en préambule pour dire comment différencier une sterne d'une mouette. Donc, c'est pareil, la silhouette est très différente. Une sterne est très effilée. Ça veut dire que non seulement elle a des ailes très pointues, longues et pointues, mais aussi elle a une queue longue, pointue, échancrée donc, comme une fourche, quoi, en forme de fourche. Donc c'est un oiseau très effilé et très élégant, plus qu'une mouette en vol. Une mouette a un vol moins élégant et une posture aussi, quand elle est posée, moins élégante qu'une sterne. Voilà comment différencier une sterne d'une mouette. Il y a plein d'autres critères. Il y a les cris, il y a beaucoup de choses, comportement, euh, les attitudes. Beaucoup de choses distinguent les mouettes des sternes. Et la deuxième espèce de sterne, c'est la sterne naine, qui, comme son nom l'indique, est petite. Elle est vraiment petite. Elle fait la taille à peu près d'un merle. Un tout petit peu plus peut-être qu'un merle, mais c'est une très petite sterne. Donc on la distingue souvent de la sterne Pierre-Garin juste grâce à ça. Quand on la voit de loin en vol, forcément, elle est plus petite, elle a des battements d'ailes très rapides, forcément, pour compenser. Plus un oiseau est petit, plus il bat des ailes vite, et donc on reconnaît de loin normalement une sterne naine. Mais sinon, il y a d'autres critères, et notamment son bec, qui n'est pas rouge, mais jaune, jaune orangé. C'est très flagrant. On la distingue très facilement, rien qu'à ça, de la sterne Pierre-Garin quand elle est posée. Mais il y a une deuxième chose importante, c'est qu'elle a une large tache noire sur le front, comme vous pouvez voir. Une Ce qui tache lui a blanche. d'ailleurs, Une ce qui tache lui a blanche, d'ailleurs, voilà. comment?
Une tache blanche. T'as dit une tache noire, mais c'est une J'ai tache dit une tache blanche. noire et c'est une tache blanche. C'est exactement le contraire. Je suis désolé. Une tache blanche qui lui a valu d'ailleurs son nom latin de Sternula albifrons, pour dire sterne à front blanc. En fait, en latin, c'est la sterne à front blanc. Donc voilà, deux espèces faciles à identifier. Si vous ne connaissez pas encore, si vous ne savez pas les identifier, vous allez apprendre très très rapidement. Mais il va falloir attendre un peu pour les comparer, puisque la sterne naine est encore en Afrique actuellement. Même si elle doit commencer à être sur le chemin du retour, les premières en tout cas, il faut savoir que la sterne Pierre-Garin arrive à peu près avec un mois d'avance en Europe sur la sterne naine. Les deux espèces, je ne l'ai peut-être pas dit, mais les deux espèces passent l'hiver en Afrique tropicale. Voilà. La sterne Pierre-Garin revient fin mars et la sterne naine fin avril. Voilà. Et je n'ai pas dit, mais elles repartent assez tôt aussi. Donc la sterne naine arrive plus tard et repart plus tôt que la Pierre-Garin. Elle repart dès la fin du mois d'août. La sterne Pierre-Garin peut s'attarder un peu plus longtemps, jusque début septembre, parfois un petit peu plus tard. Mais globalement, euh, en fin d'été, il n'y a plus de sternes déjà sur la Loire. Euh, Autre chose à dire sur ces espèces, elles sont coloniales. Donc, ce qui veut dire simplement qu'elles nichent en, elles nichent en groupe, voilà, elles nichent en colonies, donc qui peuvent aller jusqu'à parfois plus de 100 couples hein, pour certaines. Elle est coloniale, mais on peut quand même parfois la trouver en très petite colonie, de seulement deux, trois couples, voire même un seul. Voilà, c'est une espèce coloniale, mais parfois il y a des couples qui nichent tout seuls, mais c'est pas dans la majorité des cas. Donc, autre chose, ces espèces nichent au sol, sur du sol dénudé, qui peut être un peu moins dénudé pour la Sterne Pierre-Garin, qui tolère assez bien la végétation jusqu'à un certain point, mais des zones herbeuses, voire même légèrement couvertes d'arbrisseaux, peuvent encore convenir à la Sterne Pierre-Garin, alors que la Sterne naine va toujours préférer des zones bien nues, bien dégagées. Voilà. Et par ailleurs, autre chose importante, les deux sternes, les deux espèces sont des espèces protégées. Donc, il est interdit de les détruire, il est interdit de les déranger, il est interdit de détruire leur habitat, il est interdit de leur porter atteinte de quelque façon que ce soit. Il est évidemment interdit de récolter leurs œufs, voilà, tout ce qui peut porter atteinte à leur conservation est interdit. Et par ailleurs, je précise que les deux espèces figurent sur l'annexe 1 de la directive Oiseaux, la directive européenne Oiseaux. Donc ça veut dire qu'elles sont prioritaires en termes de conservation. Ça veut dire que l'État français, en tant qu'État membre, doit tout faire pour assurer la conservation de ces deux espèces. Voilà, puisque ça fait partie d'une directive de l'Union européenne. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je ne fais pas le détail de la saison de reproduction, si peut-être quand même, c'est important. Juste pour dire oui que là, on est en avril, on est presque fin avril, et déjà les premières sternes Pierre-Garin, mais pas partout, loin de là, mais sur certaines colonies, déjà les premières sternes Pierre-Garin paradent, s'offrent des poissons, puisque le mâle offre des poissons à la femelle avant, pour la séduire et ensuite euh, pour obtenir un accouplement. Euh, il y a des accouplements déjà qui sont observés, et voire même il y a déjà des individus qui cherchent à faire des nids, qui creusent des cuvettes dans le sable. Donc souvent ils creusent, ils font plusieurs essais et jusqu'à ce qu'ils trouvent l'endroit qui leur plaît, et ensuite ils pondent leurs œufs dedans. Voilà. Donc la sternonnaine, évidemment, il y a un décalage. La sternonnaine arrive fin avril et surtout début mai, donc elle commence à pondre, euh, enfin à s'apparier, à parader dans les semaines qui suivent, et ensuite à pondre, etc. Donc, mais
la période de couvaison vraiment commence, enfin, bat son plein au mois de juin, en fait, pour les deux espèces. Ensuite, il y a l'éclosion qui a lieu généralement en juin. Quand tout va bien, avant la mi-juin, la plupart des éclosions ont déjà eu lieu. Quand tout va mal, c'est-à-dire souvent quand il y a eu des crues en fin de printemps ou quand il y a eu des dérangements qui ont peut-être causé des pertes et qui obligent les individus à retenter une deuxième reproduction, la saison de reproduction peut être très décalée. Voire même, on peut avoir encore des individus qui couvent en juillet, voire même tout à la fin du mois de juillet, dans certaines circonstances. Dans tous les cas, les jeunes s'envolent dans le courant de l'été et tout le monde part en migration, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin du mois d'août. Donc, il y a une période sensible, il y a une période extrêmement sensible pour les sternes, qui dure quelques semaines, qui est la période... Alors, la période la plus sensible, c'est la période où elles couvent. Donc, la couvaison, ça dure jusqu'à 25 jours. Donc là, extrême sensibilité à toute forme de dérangement. Et ensuite, il y a une période qui reste très sensible, c'est la période d'élevage des jeunes, où des événements tels que des crues ou des dérangements répétés ou particulièrement graves peuvent causer de la mortalité et limiter le succès de la reproduction. Et ça encore, ça dure encore au moins 3 semaines. Donc en fait, il y a une période d'1 mois et demi à peu près dans la saison de reproduction des sternes où les individus sont très très sensibles et très vulnérables aux dérangements. Voilà. Alors là, c'est un petit graphique de l'évolution des, de la reproduction enfin, de la population des sternes sur la Loire. Donc c'est une évolution qui est mauvaise depuis quelques années. Euh, donc là, si on regarde bien les graphiques, on voit qu'il y a eu une période, on va dire une période faste pour les sternes dans la décennie 2010. Bon, en fait, c'est un peu inexact puisque avant, il y avait déjà des suivis, mais ils étaient quand même bien moins poussés. Et donc, en fait, ce qui ressemble là ce qui ressort comme une période faste, c'était déjà juste la norme, même déjà avant. Sauf qu'avant, les suivis étaient nettement moins poussés. Il y avait moins de gens qui s'intéressaient aux sternes. Il y avait moins de gens qui participaient au comptage. Il y avait moins de prospection pour trouver des colonies. Donc, c'était sûrement déjà un niveau supérieur avant 2010, la population de sternes. Par contre, ce qui est vrai, c'est la diminution qu'on voit après. Depuis l'année 2019, les effectifs ont diminué, notamment suite à des crues, des crues à répétition tous les ans, des crues tardives, pendant 5 ans, tous les ans, crues tardives, fin mai, parfois, enfin souvent en juin, parfois juillet même. Des crues qui ont vraiment causé des catastrophes et qui ont abouti à des succès de reproduction très très médiocres pour les deux espèces pendant 5 ans. Donc évidemment, pendant ce temps-là, la population adulte a diminué et n'a pas été remplacée donc par la population jeune, puisqu'il n'y a pas eu assez de naissances. Donc le taux de mortalité, qui est très fort, puisqu'une sterne ne vit que 4 à 5 ans en moyenne, n'a pas été compensé par la natalité. Donc la population a diminué. Jusqu'en 2024, dernière année catastrophe. Et alors en 2025, on voit qu'il y a une petite embellie. Donc la population a remonté parce qu'en 2025, il n'y a pas eu de crue tardive. Donc en théorie, tout s'est bien passé. Sauf que, et c'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir, sauf que en fait, cette embellie n'aurait pas du tout eu lieu s'il n'y avait pas eu un déploiement exceptionnel, mais quand même insuffisant de la LPO et de notamment un grand nombre de bénévoles pour surveiller et protéger les sternes contre les dérangements. Puisque en plus des crues, qui sont évidemment dévastatrices,
il y a un deuxième critère de diminution des sternes qui est de plus en plus important et qui est très préoccupant, c'est le dérangement qui est en augmentation depuis des années, puisque la Loire est de plus en plus fréquentée, et notamment fréquentée par beaucoup de canoës maintenant, ce qui il y a 20 ou 30 ans n'existait pas. Il y avait très peu de bateaux sur la Loire, très peu de navigation comme ça, de loisirs, et notamment de canoës. Donc il y a beaucoup d'autres sortes de dérangements, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de dérangements qui sont en augmentation, alors que la population externe est en diminution. Qu'en 2025, la population de Sterne a connu une embellie parce que les niveaux, les conditions hydrologiques, donc les niveaux d'eau ont été bons. Mais clairement, si les sternes n'avaient pas été protégés contre les dérangements, la courbe continuerait à diminuer. Donc, on a réussi à sauver beaucoup de sternes en se mobilisant, mais c'était quand même pas suffisant. Il y avait vraiment besoin d'être, à certaines périodes, d'être pratiquement partout et tout le temps, et ça, on ne pouvait pas. Et donc, on doit pouvoir sauver encore plus de sternes, et on doit le faire, puisque des crues, il y en aura d'autres, et des dérangements, il y en aura de plus en plus. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui, on va réussir à trouver des gens motivés pour participer à cette très belle mission. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc, on voit que pour les sternes Pierre-Garand, on a 68% des couples. 68% des couples ont pu mener au moins un jeune à l'envol. C'est un très, très bon pourcentage. Et 46% des sternes naines, ce qui est un très bon pourcentage aussi, parce qu'il faut savoir que même une année parfaite, il n'y a jamais d'année parfaite, mais même une année où vraiment tout se passe à peu près bien, il y a rarement plus de 50% des couples qui réussissent à aller au bout de leur reproduction. Donc là, 2025, c'était une bonne année de ce point de vue-là. Voilà, mais encore une fois, grâce à l'absence de crue, mais grâce aussi à la protection, voilà, et aux actions de protection. Euh, alors, j'ai pas parlé des effectifs de Stern, mais il faut savoir que, alors pour la région, j'ai pas le chiffre, mais là, pour tous les départements qui sont représentés ce soir, on a probablement peut-être entre 1500 et 2000 couples de Stern pour l'ensemble du tronçon qui passe en région centre Val-de-Loire, avec toujours, il faut savoir, une majorité de Stern Pierre-Garin, normalement. Les Stern Pierre-Garin sont majoritaires sur les Stern naines, et c'est valable dans toute la France et dans toute l'Europe. En Europe, il y a 10 fois plus de Stern Pierre-Garin que de Stern naine. Voilà, la Stern naine est plus rare, parce qu'elle est plus exigeante aussi. Beaucoup plus exigeante sur les milieux et les habitats. Et d'une part, et d'autre part, elle est plus sensible au dérangement, elle est plus sensible aux crues, donc elle est plus menacée, elle est plus rare. Voilà. On peut peut-être faire un point question avant de démarrer la deuxième partie, si jamais il y a des personnes qui ont voilà, des questions ou des remarques sur la première partie de Julien, n'hésitez pas, c'est le moment. Eh bien, écoute, Mais s'il n'y en a pas, voilà, j'ai on peut l'impression que j'ai enchaîner. été très clair et complet. Merci. Eh ben vas-y, tu peux enchaîner. D'accord. Alors, les menaces. Donc, on en a déjà un peu parlé, hein, mais on va détailler un tout petit peu. Donc, les principales menaces sont d'une part d'ordre naturel, c'est-à-dire une menace liée au régime hydrologique de la Loire. Vous savez, la Loire, c'est un fleuve sauvage, donc ça implique aussi que elle a des variations de niveau d'eau qui sont
naturels, et donc qui répondent aux précipitations, notamment les montées d'eau répondent à des précipitations très fortes en amont, donc généralement dans le Massif central. Et donc, ces pluies peuvent survenir à n'importe quel moment, y compris à des périodes qui ne conviennent pas au sterne. Et c'est notamment le cas de ce qu'on appelle les épisodes cévenols. Donc, les épisodes cévenols, ce sont des cumuls de précipitations très importants qui peuvent intervenir au printemps, y compris vraiment tard dans le printemps, voire même jusqu'en début d'été, qui sont dus à des remontées d'air chaud de la Méditerranée qui se heurtent au Massif central et qui provoquent des pluies diluviennes dans les Cévennes. Donc ces pluies sont souvent responsables de gros désastres sur les sternes. Donc, dans les menaces liées aux crues, on a celle-là, donc, qui peut survenir donc de mai à juillet, donc en période de couvaison ou d'élevage des jeunes. Évidemment, la conséquence des pluies torrentielles, c'est une montée très haute, ou pas si haute des fois, mais quand même déjà trop haute, du niveau de l'eau, qui provoque une submersion partielle ou totale des grèves où les sternes sont en train de couver. Et les sternes, on a dit, nichent sur les bancs de sable, donc souvent elles ne sont pas très loin du niveau de l'eau. Donc elles sont vulnérables. Évidemment, quand l'eau monte, les œufs sont emportés par les eaux et aussi les poussins qui ne sont pas en âge de voler. Voilà, les poussins ne sont pas en âge de voler, ils sont emportés par les eaux, ils ne savent pas nager, ils flottent vaguement, mais on ne peut pas dire qu'ils nagent, donc ils flottent jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où où ils sont trop loin de toute façon de la colonie, donc même s'ils échouent sur une plage, ils sont condamnés à mort. Et parfois même, ils doivent finir par couler, enfin on ne sait pas trop, mais en tout cas, quand une crue est passée, la colonie est fichue. Tous les œufs et tous les poussins sont fichus. Et alors, quand la submersion intervient assez tôt dans la saison, si le niveau d'eau reste rapidement, les sternes vont déposer une deuxième ponte. Voilà. Ce qu'on appelle une ponte de remplacement. Donc, s'il n'est pas trop tard dans la saison, généralement, c'est avant le 15 ou 20 juin. Les sternes peuvent répondre une deuxième fois. Mais si on est après la fin juin, la plupart d'entre elles, la grande majorité, renoncent et même souvent disparaît. C'est-à-dire les années où il y a vraiment des crues tardives, les sternes repartent plus vite que prévu en fait. Comme elles n'ont plus rien à faire sur la Loire, elles rejoignent le littoral et ensuite continuent leur migration vers le sud. Donc évidemment, les crues tardives sont des catastrophes pour les sternes. Et quand les crues sont tardives et la baisse d'eau, la baisse du niveau d'eau est également tardive, on a des années avec un succès de 0. Donc ça veut dire 0 sterne s'envole. 0 jeune sterne, je veux dire 0 poussin va jusqu'à l'envol. Donc là, c'est évidemment une catastrophe pour la population, puisque ça veut dire que toute la population adulte ne sera pas alimentée par de nouveaux individus. Voilà, jusqu'à l'année suivante. Et quand ça se répète, évidemment, ça fait baisser la population. C'est ce qui s'est passé, on a vu tout à l'heure, entre 2020 et 2024. Et alors, il y a une menace qui fait que cette raison naturelle d'échec, puisque une crue, c'est naturel, donc ça devrait faire partie du cycle normal de vie des sternes, avec des années où elles ne peuvent pas se reproduire et des années où elles peuvent se reproduire, mais elles devraient réussir quand même à maintenir leur population. Mais ça ne marche peut-être plus trop comme ça, puisqu'il est possible que le dérèglement climatique entraîne une augmentation donc, des épisodes météorologiques extrêmes, et notamment des pluies fortes, en toute saison. Et donc, il est possible qu'à l'avenir, et que ce soit même déjà le cas, et peut-être que ça s'amplifie dans l'avenir, il est possible que
des crues tardives et dévastatrices soient de plus en plus fréquentes. Donc c'est une menace finalement qui est peut-être pas si naturelle, puisqu'elle est peut-être due au réchauffement et au dérèglement du climat. Et donc c'est une menace grandissante. Voilà. Qui s'ajoute aux autres menaces qu'on va voir juste ensuite. Voilà. Qui sont les menaces humaines. Donc les menaces humaines, on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure. La plus grosse d'entre elles, c'est la navigation de loisirs et notamment le développement touristique des, euh, des descentes de Loire en canoë, qui a vraiment explosé en quelques années. Et donc aujourd'hui, certaines journées d'été, on peut voir défiler des quantités de canoës de façon quasi permanente sur la Loire. Donc effectivement, c'est sûrement quelque chose de très sympathique à faire. La Loire est très belle, ça doit être très agréable, mais ça provoque vraiment des dérangements très importants chez les oiseaux. D'ailleurs, pas forcément que chez les oiseaux qui nichent, aussi chez les oiseaux migrateurs qui sont là pour se reposer, pour s'alimenter. Bon, bah, les canoës, la Loire n'est pas très large, hein, finalement, hein. La Loire, c'est pas un fleuve si large que ça. Donc quand les canoës passent, et souvent font du bruit, euh, tous les oiseaux décollent. Et quand ils passent trop près d'une colonie de reproduction, les oiseaux décollent aussi. Alors que les oiseaux décollent et se reposent peu après, c'est pas grave, une fois. Mais quand c'est 10, 20, 30 fois par jour, c'est trop. Au bout d'un moment, soit les adultes abandonnent leur nid, parce que c'est trop de dérangement, soit les œufs, les embryons dans les œufs finissent par mourir, puisqu'ils ne subissent pas une bonne régulation de température. Le but de la couvaison, c'est quand même de réguler la température de l'œuf. Donc quand les oiseaux passent leur temps à décoller et à se reposer, ça ne marche pas. Et, et ça arrive sur certaines colonies parce qu'il y a des canoës qui passent en continu le long des colonies. Donc on essaye de trouver des moyens, on essaye de faire plein de choses qu'on verra plus tard, que Manon vous présentera tout à l'heure, mais c'est une menace vraiment très importante. Voilà. Alors les œufs, en plus d'être exposés aux températures extrêmes, ça peut être la chaleur ou le froid, peuvent aussi être exposés aux prédateurs, puisque les prédateurs sont souvent opportunistes. S'ils passent à côté d'une colonie où les oiseaux sont dérangés par quelqu'un qui soit passe trop près, soit accoste directement avec son bateau, le prédateur peut mettre à profit la situation de panique pour aller s'emparer d'un œuf ou d'un poussin. Donc c'est une autre conséquence négative possible. Donc voilà, donc ça c'est les canoës et les paddles. Alors les paddles c'est un peu nouveau et ça nous inquiète beaucoup puisque avec un paddle, les personnes sont debout. Et on a remarqué que debout, la distance de fuite des oiseaux est encore beaucoup plus grande. Quand on est debout sur une embarcation, les oiseaux ont peur de beaucoup plus loin. Et c'est vraiment problématique. Donc il y a d'une part le problème, c'est le passage à proximité des îlots. Et l'autre problème, et qui est encore pire, c'est l'arrêt sur un îlot. Puisque là, carrément, quand on s'arrête sur un îlot, le dérangement peut durer très longtemps en fonction du temps d'arrêt. Et il faut savoir que 20 minutes peuvent suffire à un embryon pour mourir dans l'œuf. Donc un œuf peut être une couvée entière de tout, et même toute une colonie entière en train de couver peut être réduite à néant par un dérangement supérieur à 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est très peu de temps. Voilà. Et quand les poussins sont nés, ils ne meurent pas d'un dérangement. Par contre, ils peuvent paniquer et se jeter à l'eau. Donc ça, c'est un autre problème encore. Autre problème, des gens qui peuvent non seulement accoster, mais en plus aller explorer un îlot, puisque c'est très excitant d'être sur un îlot au milieu de la Loire. On a envie d'explorer. On est un peu Robinson Crusoe. Et on peut aller marcher comme ça, si on n'est pas au courant ou si on est de mauvaise volonté, on peut marcher dans la colonie et on peut écraser les œufs, voir des poussins, donc, et voir donc
obliger les poussins à se jeter à l'eau. Voilà, donc ça, c'est une menace très importante pour les sternes aujourd'hui sur la Loire. Est-ce que je réponds aux questions peut-être après? Oui, je regarde ce à quoi je peux répondre maintenant et il y en a d'autres, faudra revenir dessus à la fin de la partie, de cette partie-là, je pense. D'accord. Bah, c'est bon, je pense, pour celle-là. Autre menace importante sur certains sites, il y a des sites sur lesquels on a de très gros problèmes avec la baignade. Donc la baignade aussi dans la Loire, ou ça peut être aussi dans le Cher, en tout cas, puisque en Indre-et-Loire, on a une belle colonie de sternes sur le Cher aussi. Donc la baignade, ça fait beaucoup de bien quand il fait très chaud, mais souvent les baigneurs ont, alors malgré les interdictions, puisque presque partout c'est interdit de se baigner, mais il y a une tolérance, donc les gens se baignent. Et alors beaucoup, en plus de se baigner, vont explorer aussi. Donc quand il y a une île au milieu de l'eau, ça peut être sympa avec les copains de se dire, est-ce que tu es capable de nager jusque là-bas? Donc voilà, c'est exactement pareil que ça peut être les mêmes conséquences qu'avec les canoës ou les paddles. Des gens s'approchent, des gens accostent, des gens marchent et dérangent, voire provoquent des catastrophes parmi les oiseaux. Il y a aussi bah, toutes sortes d'autres dérangements. Il y a les chiens peuvent être un vrai problème, donc surtout les chiens lâchés. Donc les chiens lâchés peuvent, pour certains, aller à l'eau, peuvent atteindre certains îlots et se promener en liberté sur les îlots, et ça peut durer longtemps aussi, ça provoque un dérangement, ça peut provoquer de la prédation. Donc c'est une autre forme de catastrophe qui peut survenir dans une colonie de sternes. Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres menaces. Et tous les ans, on voit des choses qu'on n'avait pas imaginées. Tous les ans, on est surpris. Donc une autre grosse menace sur les sternes, ça peut être les feux d'artifice. Donc ici, en Indre-et-Loire, ça a été un très gros combat pendant des années. Et maintenant, on est à peu près tiré d'affaire avec ça, mais il y a encore quelques problèmes par-ci par-là. Mais les grosses catastrophes maintenant sont terminées. Il faut savoir qu'on avait des feux d'artifice tirés à parfois moins de 200 mètres de certaines colonies de sternes. Feux d'artifice avec 50 000 spectateurs en plus. Donc c'était des catastrophes totales. Il y a aussi des problèmes de montgolfières qui se posent ou qui volent au-dessus de la Loire. Euh, Hélicoptères. On a des gens, on sait pas, je sais pas quelle est la réglementation exacte, mais on voit quand même des hélicoptères qui survolent toute la Loire dans toute la longueur à basse altitude et qui provoquent du dérangement aussi, des oiseaux qui décollent, des oiseaux qui paniquent. 300 mètres, la réglementation. 300? Ouais, 300 mètres qui doivent respecter les aéronefs civils. Les aéronefs militaires ne sont pas soumis à cette réglementation. Oui, bien sûr. Mais là, c'est du tourisme, hein. Et c'est pas 300 mètres, je pense pas, hein. Certains sont pas du tout à 300 mètres. Euh, Autre problème qui peut se poser, c'est les quads et motos. Donc les deux qui peuvent trouver rigolo d'aller faire des balades sur les bancs de sable, donc sur les plages. Ça, c'est évidemment une catastrophe pour les oiseaux qui nichent sur les plages et pour les oiseaux migrateurs qui sont ici au repos, en train d'essayer de reprendre des forces pour continuer la migration. Donc évidemment, leur but n'est pas atteint s'ils sont dérangés. Et après, on a encore d'autres choses, notamment d'autres types d'embarcations qu'on peut voir. Donc les jet skis, c'est fort heureusement encore très rare, mais on a quand même eu déjà le cas. Des flottes tubes, donc ça, vous savez, c'est des espèces d'embarcations dans lesquelles des pêcheurs se mettent, qui sont un peu des bouées.
des bouées à l'intérieur desquelles ils rentrent et depuis lesquelles ils se laissent dériver et pêchent. Et ensuite, on a toutes sortes de bateaux à moteur et souvent c'est de la pêche. Donc les pêcheurs, beaucoup ont des bateaux à moteur, descendent, remontent la Loire et parfois accostent sur les îles pour se mettre en poste pour pêcher. Voilà, d'autres types de menaces. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. Je rectifie, c'est pas 300, c'est 150. C'est 2 fois moins, c'était en pied en fait. 300 en pied, ça fait 150 mètres. Ah bah même pas, 300 pieds, normalement ça fait... Parce qu'un Entre pied, 100 et 150. un pied, ça fait 100 mètres. Non, enfin, ça fait 30 cm, donc 300 pieds, ça va faire à peine 100 mètres. Ouais, c'est entre 100 et 150 mètres. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Merci. Du coup, avant de passer aux questions, si jamais il y en a qui en ont maintenant, on va revenir sur... il y a Clara qui avait une question qui demandait si on pouvait revenir sur les distances recommandées d'éloignement, notamment pour les passages de canoë et de paddle. Oui. Alors, euh, il y a déjà une réglementation sur les sites, parce que ça, on ne l'a pas développé. Mais on va le dire après, je pense, peut-être. Tu vas peut-être le dire après, Manon, mais il y a des sites qui sont protégés Oui, je vais en parler après. par arrêté de biotope et des sites qui ne sont pas protégés. Pour l'instant. Et sur les sites protégés, il y a une distance déjà qui est marquée dans l'arrêté de biotope. C'est des arrêtés préfectoraux dans lesquels il y a marqué interdiction d'approcher à moins de, ça peut être 30, 40, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de cet ordre-là, c'est quelques dizaines de mètres. Nous, ce qu'on peut dire, j'ai pas de distance en tête, surtout que les sternes réagissent différemment selon les colonies et elles réagissent aussi différemment selon leur habitude de voir des gens. Sur des colonies urbaines, les sternes sont beaucoup plus tolérantes que sur des colonies qui sont dans des contextes moins urbains et dans des contextes où il y a beaucoup moins de dérangements habituels. Donc c'est très variable. Dans l'absolu, je pense que pour un canoë, il faudrait jamais passer à moins de 50 mètres d'une sterne en train de couver pour qu'il n'y ait vraiment pas de dérangement. 50 mètres, ça paraît être un minimum pour un canoë qui passe doucement, sans faire de bruit, sans crier. Voilà. Pour un paddle, à mon avis, c'est plus que ça. Les paddles, ça fait peur aux oiseaux parce que sur un paddle, il y a quelqu'un debout. Et debout, c'est la silhouette humaine. Et la silhouette humaine, ça fait peur aux oiseaux. Beaucoup plus qu'une silhouette d'humain couché. Voilà. Avec juste le tronc qui dépasse. Une silhouette d'humain debout, ça fait peur aux animaux. Beaucoup plus. Voilà. Donc, on va dire 50 mètres, ça paraît être un minimum pour un canoë. On va dire. Il y avait également une question de Charlie qui demandait si un dialogue avec les entreprises de canoë était fait pour qu'ils expliquent aux usagers de s'éloigner au maximum des îlots, voire les contourner quand c'est possible, comme en passant de l'autre côté de l'île Simon, par exemple. Oui. Oui. Alors, oui, il y a du dialogue. Alors il n'y a pas que la LPO qui travaille sur les sternes, il y a aussi euh, alors, c'est le cas en tout cas euh, en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Dans le Loiret, j'ai un doute. Est-ce que c'est le Conservatoire d'espaces naturels aussi qui est animateur du site Natura 2000 de la Loire dans le Loiret? Oui, exactement, c'est le Seine. Et puis en D'accord, partenariat avec le Arrêt Nature Environnement. voilà. Bon, bah, c'est comme Mais chez nous en fait. C'est pareil. je profite de l'opportunité pour dire que on va organiser justement avec la Pagaie Orléans Métropole une journée de sensibilisation le 16 mai, justement Ah, parce qu'en fait donc il y a des gens qui sont adhérents au club et ils mettent aussi en location des canoës, des kayaks. Donc à disposition de la population. Et donc le but, c'est justement qu'ils aient les éléments de langage pour sensibiliser les gens quand ils vont entreprendre des randonnées solitaires. bah, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'on fait, en tout cas, nous ici, sur le département d'Indre-et-Loire. On travaille avec le Conservatoire d'espaces naturels
Et on fait de la sensibilisation tous les ans par divers moyens auprès des loueurs de canoës. Ça peut être leur distribuer des fiches qui vont confier à leurs clients sur lesquelles il y a des instructions. Il y a une présentation des oiseaux qui vivent sur la Loire, il y a des instructions à respecter. En plus de ça, il y a un discours normalement qu'ils sont censés tenir, les loueurs, auprès de tous leurs clients, où ils sont censés expliquer que quand il y a des panneaux, notamment, quand il y a des panneaux rouges sur les îles, il ne faut pas s'en approcher, il faut s'en tenir à l'écart. Et ils peuvent aussi leur conseiller, enfin même les inciter fortement à suivre euh, certaines trajectoires plutôt que d'autres à l'approche de certaines colonies. Voilà, donc normalement, les loueurs de canoës sont sensibilisés et ils sont recontactés tous les ans, resensibilisés et voilà, avec divers moyens. Donc, c'est quelque chose sur lequel on essaye de mettre l'accent, mais il faut être conscient que les clients font quand même ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont tout seuls sur l'eau. Donc, la plupart des clients sont respectueux et attentifs aux consignes, mais pas tous. Et deuxième chose, il y a aussi beaucoup de gens qui font du canoë euh, de façon indépendante. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre canoë, ou alors, en tout cas, ils passent pas par un loueur, mais ils ont, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font de la navigation sur la Loire sans avoir été sensibilisés au préalable à la présence d'enjeux forts, et notamment en termes d'oiseaux nicheurs et migrateurs. Donc, on- grâce à cette sensibilisation auprès des loueurs de canoë, on peut déjà toucher beaucoup de gens, mais pas tous. Voilà. Ou alors on peut en toucher certains qui vont ensuite retenir le message, mais d'autres vont être un peu moins précautionneux malgré la sensibilisation qu'on peut leur faire. Donc voilà. Mais c'est évidemment indispensable et on continuera à le faire. Alors, on avait... Tac, donc ça, c'est bon. Donc, Christine avait demandé si on pouvait sécuriser ces îlots et à quoi servaient les panneaux si c'était non réglementé ou réglementé. Ça, je lui ai dit qu'on répondrait plus tard parce qu'on aborde le sujet. Il y avait une question sur avions militaires aussi. J'imagine que c'est quand on parlait des hélicoptères. J'ai pas plus de détails, donc je pense que ça concernait ça. Donc j'imagine, enfin voilà, les avions militaires, c'est de la même manière que les hélicoptères. La réglementation ne doit pas être la même que pour les hélicos de tourisme. Si je peux me permettre, oui, effectivement, tout ce qui est militaire ne sont pas soumis à la même réglementation. Ils n'ont pas de hauteur de vol. En même temps, sur les avions militaires, ils ne font pas des Mm, survols de la Loire à moins de 100 mètres. Ce sont plutôt éventuellement les hélicoptères. On peut avoir les hélicoptères de gendarmerie qui font des recherches de personnes, notamment. mm. Il y avait Benoît qui demandait quels étaient les prédateurs des sternes. Ah, il y en a quand même pas beaucoup. Euh, il y a, alors parmi les prédateurs des cernes, il peut y avoir des rapaces. Donc les rapaces peuvent, mais c'est pareil, il n'y en a pas énormément, mais qui peuvent s'attaquer aux sternes adultes ou même aux jeunes. L'an dernier, dans une colonie en plein centre de Tours, il y a un adulte, enfin, il y a un épervier qui a été observé en train d'attraper plusieurs fois des poussins de sterne naine. Euh, donc, et malgré la présence des parents, il n'y avait même pas de dérangement, mais l'épervier était tellement rapide que les parents qui normalement défendent très bien leurs poussins, les sternes sont vraiment de très bons parents. Elles défendent contre tout prédateur, y compris des rapaces, y compris des gros rapaces. Elles peuvent se défendre et les mettre en fuite. Mais là, l'an dernier, cet épervier était tellement il portait des attaques tellement fulgurantes que les sternes n'avaient même pas le temps de le voir venir. Euh, voilà, bon, c'est 100% naturel, hein, tout va bien. Bon, des poussins de sterne naine, il n'y en a jamais beaucoup, donc ça fait un peu mal au cœur à chaque fois, mais c'est la nature.
Et les autres prédateurs que nous, on a vus ici, ça peut être des goélands. On a une colonie euh, en Indre-et-Loire où les sternes se partagent l'espace avec les goélands. Donc d'un côté les sternes, de l'autre côté les goélands. Bon, certains poussins de sternes s'éloignent un peu trop parfois de leurs parents et tombent sur un goéland. Et là, ils sont avalés tout rond. Voilà. Mais globalement, il y a peu de prédation sur les sternes, hein. Ça peut être aussi les corneilles. Alors ça, c'est plus sur les œufs, mais ça peut être aussi les petits poussins. Et ça peut. Je l'ai vu une fois en plein dérangement. Donc les sternes dérangés par des baigneurs. Une corneille est venue prendre un œuf de sterne pendant que les parents étaient en panique. Voilà. Donc ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur les risques du dérangement. Alors, on avait d'autres questions. Ça, c'est bon. Christine qui demandait si on pouvait demander une réglementation concernant la protection des îlots près de la Loire. Alors, j'imagine que ça concerne les APPB, donc de toute façon, on va revenir sur cette partie. Donc, si jamais ça répond pas à votre question, vous pourrez prendre la parole à ce moment-là. Yanis qui demande s'il y a des zones où les enjeux sont plus forts pour les sternes. Bah, oui. Enfin, en gros, si ce qu'on appelle un enjeu fort, ça veut dire un enjeu fort pour la population de sternes. Bah oui, évidemment, les grosses colonies présentent des enjeux plus forts. Ou aussi les colonies qui sont particulièrement exposées à des dérangements. Donc sur celle-là aussi, on va faire un effort plus particulier de communication, de surveillance et d'intervention si besoin. Voilà, il y a quelques colonies, mais il y en a presque plus aucune, mais il y a quelques colonies qui sont vraiment dans les endroits qui sont presque jamais dérangés par personne. Euh, il y en a quand même de moins en moins, puisque avec un bateau, on peut aller n'importe où. Donc, même dans les endroits peu fréquentés, un dérangement reste possible. Et on s'est fait surprendre l'an dernier. L'an dernier, il y a des sternes qui se sont installés sur des îlots un peu inhabituels, mais qui étaient vraiment dans les endroits tranquilles où il y a peu de passages en canoë et presque pas de fréquentation humaine, très sauvage, des endroits sauvages. On s'est dit, bon, bah là, c'est peut-être pas la peine d'aller mettre des panneaux. On n'a pas mis de panneaux et les colonies ont été totalement désertées, certaines d'entre elles, y compris parfois alors qu'il y avait déjà des poussins. Donc, on a fait des visites où il y avait des adultes en train de couver, des poussins, et à la visite d'après, une semaine après, parfois, plus rien, même pas de poussins. Donc là, on peut supposer qu'il y a eu des très gros dérangements. Et voilà, on s'en est voulu un peu de ne pas les avoir pas notés, et je pense qu'on ne fera pas l'erreur. Mais ça vous dit bien que même sur des îlots qui ont l'air très peu dérangés, il suffit quand même un seul dérangement peut suffire à totalement anéantir une colonie. Et ça peut être, par exemple, il y a une autre cause de dérangement qu'on n'a pas abordée, mais il y a aussi une forme de développement du bivouac sur la Loire aussi, sur lequel il faut être très vigilant. Des bivouacs, donc ça veut dire toute une nuit, des gens qui campent sur un îlot. Donc ça, évidemment, s'il y a une colonie de sternes juste à côté, elle a aucune chance, cette colonie. Si les gens sont à côté, passent toute la soirée dehors, souvent vont faire la fête, vont faire du feu, vont faire du bruit, la colonie est fichue. Donc ça, c'est une autre menace. Je parle de bivouac parce qu'en fait, j'ai soupçonné un bivouac sur une des colonies qu'on a perdu l'an dernier où on pensait qu'il n'y aurait pas de dérangement. Il y a eu, donc, la colonie a disparu et on a soupçonné peut-être un bivouac. Voilà. Christine qui demandait si on pouvait mettre plus de panneaux sur la Loire, mais que bon, ça engendrerait certainement une pollution visuelle. Oui. Alors, les panneaux sont très vilains. Voilà. Moi, j'aime la Loire parce qu'elle est sauvage et ça me brise le cœur de devoir mettre des panneaux vilains et plus plein d'autres choses pas très jolies non plus.
sur la Loire. C'est vraiment triste, mais on n'a aucune autre façon de faire, aucune autre solution que de mettre en place des panneaux. Alors, est-ce qu'on peut en mettre plus? On pourrait. Peut-être même on va le faire, sûrement. Euh, mais on en met déjà beaucoup, beaucoup, hein. Euh, on en met de plus en plus et ça commence à faire vraiment un gros volume de panneaux qu'on met un peu partout sur la Loire tous les ans. Mais on pourrait en mettre encore plus, puisqu'il y a des endroits où, malgré les panneaux, on a quand même des gens qui arrivent à ne pas voir ou à réussir à essayer de nous faire croire qu'ils n'ont pas vu les panneaux. Donc, voilà. Donc, oui, des panneaux, on pourrait en mettre toujours plus, et ce sera jamais joli, puisque quand on est au milieu de la Loire, c'est un paysage naturel. Évidemment, on n'a pas envie de voir des éléments comme ça qui viennent gâcher le paysage, mais que faire? Que faire d'autre pour sauver nos oiseaux qui sont si chers, si précieux? Malheureusement, on n'a pas d'autres options pour l'instant. Ensuite, c'était Véronique qui parlait de la passerelle qui allait être construite à Blois, enfin qui est en construction sur le site de l'ancien barrage, en disant que c'était inquiétant. Alors j'ai commencé à répondre un petit peu aux questions. Donc effectivement, le projet il est prévu entre 2025 et 2027 avec des périodes d'interruption pendant la période de production d'Esterne notamment. Donc là, logiquement, ils sont censés avoir arrêté les travaux pour cette année. Et effectivement, par la suite, évidemment, ça va engendrer du passage de piétons, de cavaliers et de vélos, parce que c'est une passerelle qui est sans engin motorisé. Donc, on espère que ça aura pas trop d'impact. Après, c'est un dossier qui a été suivi par la DDT et Loir-et-Cher Nature qui fait les suivis de Stern dans le département du Loir-et-Cher depuis déjà de nombreuses années. Donc j'imagine qu'ils ont quand même donné tous les conseils possibles pour cette passerelle. Voilà, je sais pas, Julien, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, alors sur ce type de choses, alors on sait que les sternes s'habituent à tout. Enfin, dans la limite de leur zone de tolérance. Nous, on a eu pendant très longtemps la plus grosse colline de sternes à Tours. Elle était sous le pont de Fil, qui est un pont avec énormément de gens qui passent et qui était vraiment juste au-dessus des oiseaux. Et les oiseaux s'en moquent totalement. Ils n'identifient pas ça comme une menace. À partir du moment où ils ont compris que les gens ne font que passer, qu'il n'y a pas de bruit trop fort, et même les bruits forts, elles peuvent s'y accoutumer, si c'est pas, enfin, du moment que c'est pas des détonations comme un feu d'artifice, si c'est juste un bruit constant de voiture ou de passage d'engins d'hiver, elles peuvent s'y habituer. En fait, elles s'habituent bien à tout. Le problème, c'est que je connais pas le projet là, mais le problème, évidemment, c'est s'ils font les travaux pendant la saison de reproduction, là, évidemment, c'est un très gros problème, mais je pense que c'est pas le cas. Et après, l'autre problème, et je pense qu'elles peuvent s'y habituer, mais j'ai aucun exemple, euh, c'est est-ce qu'elles vont s'habituer au fait qu'il y ait une construction le jour où elles rentreront de migration et qu'il y aura ça qui sera juste à côté de l'île où elles ont l'habitude de nicher. Est-ce que ça leur posera problème? Est-ce que vraiment ça va les empêcher de s'installer? Sincèrement, j'y crois pas trop. Franchement, les sternes, elles sont très accommodantes. Mais évidemment, j'ai jamais vu le cas de figure en vrai, donc je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai assez confiance dans les capacités d'adaptation des sternes en termes de, de passage euh, que ce soit piéton, vélo, même véhicule à moteur. Elles peuvent s'y habituer du moment que ce n'est pas un dérangement qui les concerne, c'est-à-dire que ça ne vient pas dans leur zone de sécurité. Voilà. Évidemment, je préférerais qu'il n'y ait pas un nouveau pont sur la Loire. Un nouveau pont sur la Loire, c'est pas une bonne idée. Parce que, voilà, on aime voir la Loire sauvage.
et pas avec des infrastructures qui l'enjambent, surtout à proximité d'une colonie d'oiseaux. Voilà. Ok, ça c'est bon. Il y a Yannick qui demande la base légale pour poser des panneaux. Euh, alors, la base légale. Alors, dans les zones en arrêté de biotope, c'est marqué dans le texte de l'arrêté que les zones occupées par les oiseaux et visées par les interdictions seront signalisées par des panneaux. Donc, en fait, le panneautage sur les arrêtés de biotope, il est carrément réglementaire, c'est-à-dire il est marqué dans l'arrêté. Voilà, ça fait partie du dispositif réglementaire, la pose des panneaux, pour avertir les gens, évidemment. Surtout dans le cas ensuite où il peut y avoir potentiellement des contrôles de police. Évidemment, si les gens ne sont pas, si l'interdiction de pénétrer n'est pas matérialisée, on ne peut pas verbaliser les gens. Donc voilà, ça c'est pour les arrêtés de biotope. Et en dehors des arrêtés de biotope, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune interdiction pour les gens d'aller sur une île. Par contre, il y a une interdiction quand même de déranger des espèces protégées. Donc là, c'est pareil. Pour qu'on puisse dire qu'une espèce a été dérangée volontairement par quelqu'un, ou juste pour faire de la prévention aussi, on pose quand même des panneaux, même si la zone n'est pas officiellement interdite d'accès, en tout cas sur un plan réglementaire. Et donc pour ces panneaux-là, simplement, on a juste besoin de l'autorisation des personnes qui sont en gestion du domaine public fluvial, c'est-à-dire la direction départementale des territoires. Voilà, qui gère le domaine public fluvial et qui nous donne les autorisations finalement de planter des panneaux sur tous les îlots où on a des enjeux euh, sur les oiseaux. Il y avait d'autres questions? Non, j'étais en train de relire, mais c'était la dernière, sauf si quelqu'un a envie encore de poser une question avant qu'on passe à la prochaine partie. Et bien, on va pouvoir continuer. Tac, donc c'est ici. Et donc, je vais prendre le relais de Julien pour vous parler, une fois qu'on a vu toutes les menaces, des outils et des mesures qui ont été prises pour protéger ces espèces. Donc, on en a déjà beaucoup parlé, mais effectivement, sur la Loire, et ça sur tout le bassin de la Loire, on installe des panneaux de protection qui vont avoir une signalétique, enfin un visuel différent en fonction du département dans lequel vous vous trouvez, mais qu'on essaie d'harmoniser maintenant depuis quelques années de manière à ce qu'un usager de la Loire qui la descend quasiment en entier ait les mêmes repères. Donc ces panneaux signalent la présence d'une colonie sur un îlot, comme l'expliquait Julien, ça permet d'alerter les gens de la présence d'une colonie de sternes et de les inciter à s'éloigner de l'îlot à côté duquel ils vont passer. L'idée donc de cette harmonisation des panneaux, comme je le disais, c'est de leur donner une couleur rouge qui, dans la tête de la plupart des gens, est synonyme en général d'une interdiction. Évidemment, ici, on ne peut pas interdire les gens d'aller sur l'îlot parce que ce sont des zones qui ne sont pas en APPB. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai juste après. Mais par contre, évidemment, comme ce sont des espèces protégées, il est interdit d'approcher et évidemment de déranger les sternes. Donc, on joue voilà, sur ces couleurs rouges assez voyantes de manière à vraiment signaliser l'interdiction de s'approcher de ces espèces. Et comme on l'a évoqué juste avant, il y a eu pas mal de petits points qui ont déjà été abordés, mais la cartographie des îlots qui ont été pas notés, et donc des îlots qui sont occupés par des colonies de sternes par conséquent, elle est envoyée aux loueurs de canoë en début de saison.
Et elle est actualisée en fait au fur et à mesure de la saison si jamais il y a des changements, de manière à ce que ces loueurs informent leurs clients et leur précisent quels îlots sont occupés et quels îlots évidemment il faut éviter et il faut contourner. J'ai vu qu'il y avait une question sur APPB et sa signification. J'avais prévu d'en parler juste après parce que c'est cette partie-là. Donc, ce qu'on appelle APPB, ce sont les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. Ce sont des outils réglementaires et ce sont des arrêtés qui sont pris par les préfets des départements, de chaque département. Donc, ici, en l'occurrence, ça concernera l'Indre-et-Loire, le Loiret et le Loir-et-Cher. Et le but de ces arrêtés, c'est de prévenir la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux qui sont nécessaires en fait à la survie des espèces protégées qu'on cherche évidemment à préserver. Ça permet la protection des milieux en fait contre les activités qui peuvent porter atteinte à leur équilibre biologique. Donc cet outil, ça va permettre de fixer des mesures techniques, donc des interdictions ou des restrictions qui permettent la conservation des milieux et par conséquent des espèces. L'arrêté, la réglementation, elle vise le milieu en lui-même et pas les espèces qui y vivent, mais forcément, de surcroît, comme le périmètre est protégé, les espèces qui sont présentes sont protégées. Donc, par exemple, ici, on avait mis donc l'interdiction d'accostage d'un canoë ou d'une embarcation, l'interdiction de pénétrer dans un périmètre de X mètres autour de l'îlot. Donc ça va vraiment dépendre de l'arrêté. Les distances sont différentes en fonction des zones. L'interdiction de survol de drones ou d'engins volants. Donc voilà, toutes ces choses qui peuvent venir perturber la reproduction de ces espèces. Et comme l'a précisé Julien juste avant, tous les îlots et grèves occupés par des espèces concernés par la PPB sont signalisés par des panneaux spécifiques, donc qui eux aussi petit à petit s'harmonisent de manière à tous ressembler à celui que vous avez ici en photo avec un gros panneau rouge et cette fois-ci marqué en gros accès interdit puisque c'est la zone entière qui est interdite d'accès. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail concernant les APPB de chaque département, donc dans le Loiret, c'est un arrêté qui date de 2006, qui est issu de l'arrêté de 2000, donc qui avait été modifié, et qui à ce jour protège 8 sites fixes, donc que vous avez ici sur la carte, et qui inclut éventuellement des sites temporaires si de l'installation de sternes, donc Pierre Garin ou naine, est constatée sur des îlots pendant la période de reproduction. Donc ces interdictions, elles valent du 1er avril au 15 août, donc ça permet d'englober vraiment toute la période de reproduction des sternes, donc à partir du moment où elles arrivent sur la Loire et jusqu'à ce qu'elles repartent en migration. Mais il faut savoir que cet arrêté, il est en cours de révision et il ne sera pas modifié, en tout cas, enfin, les modifications ne seront pas effectives cette année, mais normalement, elles devraient être effectives dès l'année prochaine. Et le nombre de sites fixes et les localisations devraient être vus. Mais dans l'idée, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste qu'un plus grand nombre de sites devraient être pris en compte par cet arrêté. J'ai perdu ma souris. Pour l'APPB du Loir-et-Cher, donc c'est un arrêté un petit peu plus récent qui date de 2020 et qui, lui, permet la protection de 4 sites vraiment distincts. Donc pour ceux qui habitent dans le département, ça vous parlera certainement. Donc c'est le site de la Sola et les Tuileries à Blois, l'île de Chaumont à Chaumont-sur-Loire et l'île de l'Ancien Barrage qui est à cheval sur les communes de Vineuil et de la chaussée Saint-Victor. Donc c'est vraiment les sites historiques d'installation de Sterne-naine et Pierre Garin, mais également de mouettes mélanocéphales, parce que dans les APPB, il n'y a pas que les sternes qui sont concernés par ces protections. En fait, c'est toutes les espèces qui peuvent nicher ou se reproduire
dans ces zones. Donc, suivant les endroits, on trouvera des mouettes mélanocéphales, on peut trouver du petit gravelot, on peut trouver du chevalier guignette, de l'Eudicnem criard, et ça, ce sera vraiment spécifique à la zone qui est concernée par la PPB. Ici aussi, l'interdiction est valable entre le 1er avril et le 15 août pour prendre en compte la période de reproduction de ces espèces. En Indre-et-Loire, il existe 2 APPB. Le premier qui est à cheval sur les communes de Montlouis, Vernoux et Vouvray. Donc c'est un arrêté qui est assez récent et qui date de 2016, mais c'est une modification d'un arrêté qui date de 1984. Et donc ici, la particularité, c'est que l'interdiction est valable du 1er mars au 15 août, donc elle est un petit peu plus précoce parce qu'elle permet de prendre en compte la reproduction de goélands leucophées qui sont installés sur un des îlots d'une portion de cette portion de la Loire et dont la reproduction en fait est plus précoce. Donc c'était une particularité de cette APPB. Et donc, comme je vous l'avais évoqué juste avant, ça permet de prendre en compte la protection là, de sternes, de mouettes, de petits gravelots, de dicnems, donc vraiment un panel d'espèces qui est un petit peu plus large. Et le deuxième APPB, c'est celui qui est à cheval sur les communes de Tours, Saint-Cyr et La Riche et qui date, lui, de 2020, donc c'est le plus récent. Et donc l'interdiction court du 1er avril au 31 août. Et ça protège toutes les îles occupées par les colonies de sternes, petits gravelots ou chevaliers guignettes. Donc la différence en fait entre ces 2 APPB et les APPB des 2 départements précédents, c'est qu'ici les APPB concernent des tronçons de Loire et donc seront protégés les îlots occupés par une ou plusieurs espèces concernées par l'APPB, alors que dans le Loiret et le Loir-et-Cher, ce sont vraiment des îles précises qui sont protégées. Donc, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur un peu la refonte et la modification de ces APPB parce qu'on s'est rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de flexibilité si jamais, en fait, une année, un îlot qui est historiquement occupé par des sternes et qui est présent dans l'APPB ne l'est pas l'année d'après, et c'est l'îlot qui est 15 mètres plus loin mais qui n'est pas dans l'arrêté, ça pose des problèmes. Et donc, l'idée, c'est un peu de refondre tous ces APPB de manière à avoir un APPB global sur la Loire et de fixer chaque année les sites qui seront protégés en fonction de l'occupation des îlots, donc en fonction de là où s'installeront les espèces concernées par ces APPB. Donc c'est en cours de travail, ça ne va pas forcément se faire là tout de suite dans l'immédiat, mais c'est des travaux qui sont entrepris en tout cas dans la plupart des départements et qui sont en bonne voie. Ça ne peut pas passer la diapo. Tac. Le dispositif que je vais vous présenter là, il est uniquement réalisé en Indre-et-Loire, en tout cas pour les départements qui concernent la région centre. Et on le met en place depuis maintenant 3 ans. C'est la 3e année là qu'on le met en place. Et c'est suite à un dispositif expérimental qui avait été réalisé par la LPO. Non, dans l'Allier, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était. Oui, c'était Oui. à Moulins. Oui, crois. voilà, c'est ça. C'est La dans colonie des l'Allier. Combrèges mortes à Moulins, donc en Auvergne, finalement. Oui. Où pareil, ils avaient un îlot en fait qui était situé donc en plein cœur de Moulins et sur lequel ils avaient beaucoup de dérangements. Donc ils ont pris la décision de clôturer, même si l'idée c'est pas d'enfermer les sternes, mais c'est plutôt de matérialiser l'emplacement de la colonie et de matérialiser physiquement cette interdiction de ne pas pénétrer dans un certain périmètre de manière à pouvoir limiter, voire complètement supprimer les dérangements. Et donc la première année où ils ont mis en place ce dispositif, ils ont constaté qu'il y avait quand même une réduction vraiment très notable de la fréquentation et du dérangement. Donc comme nous, on avait des problématiques un peu similaires sur un îlot qui est en plein cœur de Tours, on a décidé de réitérer l'expérience donc sur cette colonie
Et donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on installe ces dispositifs de protection autour des îlots les plus sensibles. Donc, on a commencé la première année sur un îlot de Tours et cette année, on a clôturé 3 îlots. Donc, ça représente quand même de sacrées surfaces qui sont protégées. Et ça permet quand même de réduire grandement les intrusions. Ça les supprime pas totalement. On l'a vu sur une des photos où on parlait du dérangement, qu'il y a quand même des gens qui arrivent à passer au-dessus des cordes et à marcher à l'intérieur. Apparemment, c'est pas encore assez voyant, donc je sais pas ce qu'on va pouvoir mettre en place de plus, mais a priori, les cordes, ça ne suffit pas. Donc c'est quelque chose qu'on est obligé de mettre maintenant, mais c'est une action qu'on n'a pas envie de faire perdurer dans le temps parce qu'on espère qu'à force, ça va rentrer un petit peu dans l'esprit des gens et qu'à terme, on n'aura plus besoin de protéger ces îlots et que finalement, ils prendront conscience eux-mêmes de la nécessité de ne pas aller sur ces grèves. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la suite? Alors, si je remonte. Alors, est-ce que la carte des îlots interdits est dispo en mairie le long du fleuve? Alors non, c'est pas disponible dans les mairies. On communique en fait alors les îlots interdits, donc ceux qui sont concernés par des APPB, sont disponibles en fait sur les sites en fait des préfectures. Donc là, vous avez le zonage qui est disponible. Par contre, les îlots qui sont occupés par des sternes hors APPB sont pas disponibles en ligne. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait. On le diffuse, enfin, on le distribue aux loueurs de canoës parce que c'est surtout eux qui sont concernés, mais c'est vrai qu'on ne met pas forcément la carte des îlots occupés en ligne. Ouais, juste pour compléter, il y a un projet quand même qui s'inspire de quelque chose qui a été fait dans le Maine-et-Loire, qui s'appelle un dispositif qui s'appelle la météo des oiseaux. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, que j'espère on va pouvoir développer euh, chez nous aussi. C'est un projet, donc globalement c'est une carte en ligne, partageable et mise à jour en temps réel quasiment de tous les enjeux, les colonies occupées sur tout un tronçon de la Loire. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans la partie Maine-et-Loire, donc où il y a pratiquement tout est en arrêté de biotope. Il y a un immense tronçon de la Loire en Anjou qui est en arrêté de biotope. Et donc et apparemment ça marche assez bien si on arrive à communiquer assez largement sur l'existence de cet outil auprès du maximum d'usagers, ça peut bien marcher. Je sais que c'est un projet qu'on a peut-être, et notamment en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, avec lequel on travaille pour l'Indre-et-Loire. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager de mettre en place d'ailleurs dans toute la région, je ne sais pas. Euh, donc ça répond un peu, c'est un peu cette idée-là en fait finalement qui a été soulevée par la question posée. C'est ça? Oui, je Oui, bon, pense. voilà, mais bon, c'est Si jamais on encore, n'a pas voilà, répondu. c'est encore un projet, mais c'est une idée qu'on a en tête, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour rapidement, j'espère. Oui. Donc Yannick qui dit que la PPB n'est pas valable forcément toute l'année. Oui, je l'ai précisé après, les dates des APPB en fait peuvent différer en fonction de l'arrêté. Donc ça, c'est à retrouver sur les sites. Si jamais vous voulez avoir les dates à chaque fois, vous pouvez les retrouver sur les sites des préfectures. Clara qui demande si parmi les espèces citées, lesquelles sont protégées, y a-t-il des différences de protection? Alors, les espèces citées, en fait, elles sont toutes protégées
toutes celles que j'ai... En fait, de toute façon, à partir du moment où c'est un APPB, ça protège le milieu des espèces protégées. Donc oui, toutes les espèces que j'ai citées le sont. C'est la LPO qui signale les îlots à protéger en fonction de leur occupation. Alors, en Indre-et-Loire, oui, en partenariat avec la DDT, donc c'est la direction départementale territoriale d'Indre-et-Loire, notamment pour ce département. On travaille avec eux pour mettre en place donc, les panneaux APPB dans les zones APPB et on place, nous, les panneaux hors APPB dans les autres zones. Dans le Loir-et-Cher, c'est Loir-et-Cher Nature qui s'occupe de ce travail-là. Et dans le Loiret, c'est Loiret Nature Environnement qui fait ce travail. Est-ce qu'il y a des impacts négatifs à avoir ces clôtures? Pourquoi vouloir arrêter le dispositif? Alors, on n'a pas constaté d'impact négatif sur les oiseaux. Les sternes, en général, se servent des piquets pour se poser. La plupart du temps, vous pouvez les observer. En fait, si jamais vous vous baladez à Tours, elles sont posées sur les piquets. En fait, on ne veut pas forcément le faire perdurer parce que c'est quand même un dispositif, comme on le disait, qui dénature la Loire. L'idée, c'est que la Loire elle reste quand même le plus sauvage possible et qu'on n'installe pas tout un tas de choses, je trouve pas le mot, artificielles sur ces îlots. Donc, on ne veut pas que ça dure dans le temps et c'est pour ça qu'on espère qu'à force, au fur et à mesure des années, voilà, ce système finalement rentre un peu dans l'esprit des gens et qu'on n'ait plus besoin de le poser. Est-ce que d'autres types de dissuasion sont envisagés sur les territoires concernés? Alors, je ne sais pas ce qui est entendu par d'autres types de dissuasion. C'est vrai que là, pour l'instant, les clôtures, c'est quand même enfin, quelque chose d'assez gros et je pense d'assez dissuasif. Après, s'il a besoin d'être décliné dans les autres départements, je pense que de toute façon, on travaillera avec les assos locales qui suivent les sternes. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit en projet, mais on n'a pas forcément d'autres projets, enfin d'autres types de limitations, en tout cas, pour empêcher les gens d'aller sur les îlots. Je pense que déjà, les clôtures, c'est quand même un dispositif qui est assez visible, assez gros et assez lourd à mettre en place. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Et voilà. Je- faut- il faudrait avoir des vérifications faites par la police de l'environnement. Alors, je sais, j'ai pas le détail de comment ça se passe dans le Loir-et-Cher et dans le Loiret. Mais dans l'Indre, enfin en Indre-et-Loire, donc la police de l'environnement, l'OFB, est normalement missionnée pour faire des patrouilles sur ces zones APPB et constater des infractions, délits, je ne sais pas comment on les qualifie, si jamais il y a atteinte à ces espèces ou que en fait, le périmètre de protection n'est pas respecté. Est-ce qu'il y a des affichages pédagogiques grand public, type panneaux d'affichage ou flyers, pour expliquer les démarches et les résultats des années passées, pour expliquer les enjeux, mais aussi montrer l'efficacité, valoriser le respect des mesures? Alors, dans chaque département, il y a des flyers qui avaient été édités effectivement pour présenter les sternes, les menaces et l'écologie en fait des espèces. Les résultats des années passées ne sont pas forcément présentés parce que ça voudrait dire réimprimer chaque année de nouveaux documents. Euh, ça pourrait être fait éventuellement en ligne. Ce serait plus pertinent. Il existe par contre des panneaux d'affichage, mais des oiseaux de Loire d'une manière générale, en fait, pour les promeneurs. Mais pareil, on n'installe pas des panneaux non plus partout, déjà parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, ils sont dégradés. On en a beaucoup qui ont été dégradés et ils ne sont pas forcément toujours lus. Donc, on essaie de communiquer via d'autres canaux.
Euh, Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce que chez moi, ça a figé, donc je sais. Est-ce que quelqu'un peut me Oui, dire? on t'entend. Oui, ok. On t'entend, Manon. Ok, parce que chez moi, l'image a figé, donc voilà. Euh, Oui, mais pas suffisamment de policiers de l'environnement. Bah oui, ils sont présents sur beaucoup de missions, donc forcément, ils peuvent pas être présents sur ces zones tout le temps. Et malheureusement, si le délit est pas constaté tout de suite, ils peuvent pas faire grand-chose. Merci Yannick d'avoir précisé délit d'ailleurs. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si jamais j'en ai oublié. Je pense avoir fait le tour. Si je peux me permettre d'intervenir une petite seconde. Oui. Ouais, c'est juste pour justement le problème du délit que ne peut pas relever la police municipale, par contre, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Ils ne sont pas officiers de police judiciaire, ils n'ont pas la compétence pour poursuivre sur les délits. Donc c'est ça qui pose problème, parce qu'en fait, la police municipale pourrait intervenir sur un certain nombre de sujets, or ils sont limités à des contraventions. Après, l'OFB, la disponibilité, elle est quand même très. Sur le département du Loiret, je ne sais plus combien ils sont une quinzaine en tout pour couvrir tout un département. Et c'est vrai que ça pose un problème de disponibilité. Après, les autres forces de police et de gendarmerie ne sont pas suffisamment sensibilisées au sujet. Voilà. Donc, il nous appartient aussi de temps en temps de faire le gendarme et de faire que les gens, moi, il m'est arrivé d'en faire évacuer gentiment, en leur expliquant, en étant convaincant, pour leur faire quitter les bancs de sable. Et ben, la transition pouvait pas être meilleure, puisque on en vient à la partie un peu principale de cette formation et qui concerne vous directement, ceux qui sont présents ce soir, pour vous expliquer les différentes missions du médiateur de la Loire et ce que vous pourriez être amené à faire si jamais vous décidez de vous engager avec nous. Donc avant tout, l'idée c'est de sensibiliser les gens, donc les usagers de la Loire, et de transformer, comme disait, la contrainte, donc l'interdiction d'accès aux îlots, parce qu'aujourd'hui les gens, quand on leur interdit quelque chose, la plupart du temps ça ne leur plaît pas. Et donc, l'idée, c'est un peu de transformer cette contrainte en prise de conscience des enjeux. Parce que quand on se rend compte de ce qu'on est en train de faire et du mal qu'on est en train de faire, la plupart du temps, il y a une prise de conscience et on revient un peu sur ses pas, si on peut le dire comme ça. Donc, l'idée, ça va être de sensibiliser, donc en expliquant un peu comme on l'a fait ce soir, d'expliquer le cycle de vie des sternes. Donc, ce sont des espèces migratrices, qu'elles sont protégées, qu'il y a une importance en fait de la réussite de leur cycle de reproduction pour la survie de l'espèce, pas uniquement pour la survie cette année-là, mais c'est vraiment important pour la survie de l'espèce sur le long terme. Ça peut passer aussi par proposer l'observation des oiseaux. Si vous êtes sur le terrain et que vous avez une paire de jumelles ou une longue vue, en général, quand on observe vraiment un oiseau, enfin en tout cas la faune et la flore locale directement, ça va permettre d'avoir un impact et une prise de conscience qui est plus forte. Expliquer pourquoi, parce que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas pourquoi un chien s'en laisse il provoque des dégâts parce qu'on va nous dire mais il est gentil, il fait pas de mal. Alors oui, un chien peut être très gentil, il n'y a pas de souci, mais un chien a quand même euh, un fort instinct de prédation et un oiseau qui s'envole devant lui, il va certainement lui courir après. Ça va faire décoller une colonie, ça va faire paniquer les poussins, les prédateurs peuvent en profiter pour donc venir prélever les œufs ou les poussins. Enfin, voilà, ça peut avoir un énorme impact, même sur un chien qui est gentil, il va peut-être juste chercher à jouer, mais ça aura des impacts vraiment négatifs. De la même manière qu'un passage à pied, un promeneur à pied se dira qu'il n'a pas forcément d'impact, que des oiseaux qui s'envolent, c'est très joli. Oui, c'est joli, mais la plupart du temps, c'est pas bon signe. Si on a fait envoler tout un groupe d'oiseaux, c'est que derrière, il y aura certainement du dégât. Et donc expliquer que le dérangement qu'ils sont en train de causer
effectivement, c'est un dérangement, mais s'il est prolongé, ça aura vraiment des conséquences fatales pour les œufs ou les poussins. Mais également, il va certainement être répété parce que s'il y a un promeneur qui est passé ou un kayak qui est passé, c'est certainement pas le seul de la journée. Et en fait, c'est toute cette répétition qui peut aboutir à l'abandon carrément de la colonie par les adultes. Et donc forcément, les œufs ou les poussins qui sont présents ne survivront pas. Et à terme, c'est un îlot qui peut aussi être abandonné de manière définitive. Si on a des dérangements en fait, qui sont continus sur plusieurs années, on peut se retrouver avec des îlots qui sont complètement abandonnés et laissés, et c'est des sites de nidification qui disparaissent. Sachant qu'aujourd'hui, sur la Loire, on a de moins en moins de sites favorables finalement. Il est important de préserver ces sites et de préserver la quiétude en fait, de ces sites pour qu'elles puissent s'installer sur le long terme. Enfin, continuer à s'installer sur le long terme. Donc une fois qu'on a sensibilisé, c'est bien aussi donc ça revient, on est dans le même objectif, mais c'est prévenir et informer, mais c'est surtout d'anticiper les dérangements et éviter qu'ils se produisent. Donc là, c'est vraiment dans une situation où on voit quelqu'un, un promeneur ou un baigneur qui est en train de se diriger vers une zone qui est protégée ou vers une colonie qui est installée sur un îlot. Donc l'objectif, ça va être de les interpeller avant qu'ils aillent déranger finalement les colonies. Ça va être d'indiquer aux touristes en canoë ou en paddle les itinéraires qui sont non sensibles ou bien à quelle distance passer autour des colonies. Donc ça peut être en amont des îlots à côté desquels ils vont passer. Ça va être leur indiquer, voilà, tel bras, enfin tel canal de la Loire est plus favorable pour le passage. Ici, vous ne dérangerez pas de colonie, donc privilégiez plutôt cet endroit. Et ça va être informé sur la réglementation, donc que ce sont des espèces protégées, qu'il existe des APPB dans lesquels il y a des règles à respecter. Donc finalement, c'est tout ce qu'on vous a présenté juste avant. Et si tout ça n'aboutit toujours pas, ça va être de stopper les dérangements et les atteintes aux colonies. Donc là, on est dans une situation où un promeneur ou un kayak s'est posé sur un îlot. Donc là, le but, c'est de les interpeller et de les prévenir qu'ils sont sur un banc de sable qui est occupé par des colonies de sternes. Euh, le, le plus important à retenir, c'est qu'il faut avoir une approche pédagogique plutôt que moralisatrice, parce que la plupart du temps, l'approche moralisatrice, elle ne marche pas. Les gens finissent par se braquer et on aboutit soit à quelqu'un qui va rester en place et qui ne voudra plus bouger, soit ça peut envenimer les choses. Donc, l'approche pédagogique, c'est vraiment celle qui va nous permettre d'instaurer un dialogue avec la personne. Alors évidemment, le mieux, c'est que le dialogue s'instaure quand la personne a quitté l'îlot, parce que sinon, ça peut engendrer un dérangement qui est assez long. Mais tout ça, ça va permettre de désamorcer les tensions et de savoir écouter un peu les arguments de la personne pour nous trouver les bons arguments pour la faire partir. Et en tout cas, lui faire prendre conscience du mal, si on peut dire, qu'elle est en train de faire. Et si tout ça n'aboutit pas, mais c'est quand même très très rare, donc si la personne n'est pas du tout conciliante et ne coopère pas et que le comportement met en péril soit la survie de la colonie, mais également que la personne commence à devenir virulente, la dernière chose à faire, c'est de contacter donc les services compétents, à savoir l'OFB, dans le cas d'une atteinte aux colonies de sternes et aux autres espèces protégées. Mais si jamais, évidemment, la personne devient virulente, il ne faut pas hésiter à contacter les forces de l'ordre, donc police et gendarmerie, qui, eux, ne pourront pas effectivement forcément agir sur le dérangement de l'espèce, mais qui pourront intervenir si jamais la personne
n'est pas du tout coopérante. Alors, je vous rassure, ça n'arrive jamais. Enfin, en tout cas, très rarement. Nous, on n'a jamais eu à le faire, donc il n'y a pas de raison, parce que la plupart du temps, le dialogue et l'approche pédagogique, en fait, suffit à faire prendre conscience des enjeux euh, Pardon, j'ai perdu la fin de ma phrase parce que je regardais les questions en même temps. Donc ça permet de faire prendre conscience des enjeux et de la nécessité de préserver ces espèces. Pour finir sur une note un petit peu plus positive que n'hésitez pas à appeler la police, voilà, si vous vous engagez donc avec nous et que vous souhaitez devenir médiateur de la Loire, c'est tous ces poussins qui pourront prendre leur envol à la fin de la saison de reproduction et qu'on pourra revoir quelques années plus tard en train de se reproduire sur les îlots de la région centre. J'ai zioté pendant que je parlais qu'il y avait eu des questions. Ça ne peut pas descendre. Pour indiquer les itinéraires non sensibles, est-ce que vous fournissez les informations? Alors, dans le cas là, de cette formation, faut savoir que derrière, il y aura des sessions de terrain donc, qui seront proposées dans chaque département. Et pendant ces sessions de terrain, évidemment, on vous présentera des cartographies avec les îlots qui sont occupés et les itinéraires non sensibles, ou en tout cas les moins sensibles pour les canoës kayak et paddle. Et Yannick, tu as dû faire la remarque quand j'ai parlé de gendarmes et policiers, mais je ne sais plus ce que ça concerne. Non, tu disais qu'ils n'auraient pas la compétence juridique comme l'OFB, ils ont la compétence juridique comme l'OFB. Ce que je disais tout à l'heure, c'est les polices municipales qui n'ont pas la compétence juridique. Pour relever Oui, l'infraction, oui, après, un uniforme, ça a quand même du poids. oui, oui. Mais oui, quand j'ai dit policier, je pensais à policier, la police municipale, parce que la Ouais. plupart du temps, c'est dans ces zones-là où Ouais, mais ça après, peut éventuellement poser leur problème. intervention peut quand même Mais permettre oui, ça peut dissuader. de faire cesser l'infraction, même s'ils n'ont pas la compétence pour relever le délit. Oui, la plupart du temps, ça dissuade et quand on voit quelqu'un arriver en uniforme, de toute façon, on n'a pas envie de continuer à faire la bêtise qu'on est en train de faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment, si vous voulez les poser plutôt que d'écrire dans le chat, vous pouvez ouvrir votre micro et la poser directement. Non, juste, je voulais m'excuser, j'ai eu un petit problème et j'ai pris en cours. Voilà. Pas de souci, de toute façon, il y aura un replay disponible sur YouTube à la suite de la formation pour revoir le début Ah, voilà. pour ceux qui l'ont loupé. D'accord, ok, merci. Alice, oui, il y aura des sorties de terrain collectives pour se familiariser avec le rôle. Donc, il y en aura 3 au total d'organisées, une pour chaque département. Celle en Indre-et-Loire sera réalisée par Julien et les 2 autres seront réalisées par moi. Et donc, l'idée, c'est d'aller déjà à côté d'un îlot de sternes, de se familiariser avec la reconnaissance des sternes, leur observation, pardon, et derrière de vous montrer voilà, la cartographie des îlots occupés, de tout ce qu'il y a à savoir sur ces colonies, et de vous donner tous les outils nécessaires pour cette mission. Non, on n'a pas encore les dates de ces formations terrain, tout simplement parce qu'on attend un petit peu de savoir où exactement vont s'installer les sternes, quels îlots vont être occupés, de manière à avoir vraiment le plus d'informations possible à vous fournir le jour de cette sortie, sachant évidemment, ce sera actualisé. Si jamais il y a des îlots qui sont occupés après la sortie terrain, vous serez au courant.
Christine, donc même question. J'ai aussi entendu parler, je pense, de virus qui avaient ravagé des colonies, pas que de sternes, on en sait plus. Est-ce que les humains sont porteurs de ces virus ou ils seraient arrivés autrement sur les îles concernées? Alors j'imagine qu'on parle de la grippe aviaire de... Je sais pas, Julien, si tu as d'autres informations, mais à part la grippe aviaire, je vois pas. Oui, il n'y a aucun virus en commun, à ma connaissance, entre les sternes et les humains. Il y a eu des très gros dégâts dans des colonies de sternes Kojek, donc des sternes maritimes qui vivent en grosses colonies sur le littoral. Il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus quelle année, à cause de la grippe aviaire. Ça a été, euh, ça a été assez terrible. Et comme voilà, et puis ça s'est passé. Donc il y a eu un gros pourcentage de la population qui a disparu. Et puis finalement, c'est passé. Sur les sternes de Loire, on n'a rien vu en mortalité. Pas de mortalité anormale de notre côté depuis des années là. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir fait le focus sur les sternes et non sur les autres espèces? Est-ce parce qu'elles sont moins concernées par les dérangements? Euh, alors, il faut savoir que les sternes, c'est ce qu'on appelle des espèces parapluies. C'est en gros la préservation de ces espèces, ça permet la préservation de tout un tas d'autres espèces. Notamment parce que les autres qu'on a cités, comme par exemple le petit gravelot, les motrieuses, vont nicher sur les mêmes îlots et finalement protéger les sternes, c'est préserver aussi ces espèces. Euh, Voilà. Euh, Tu voulais dire quelque chose, Julien? Je t'ai vu. Non. Euh, non, non, rien Ok. de plus. Je pensais juste, avant d'oublier, on n'a pas beaucoup parlé du Cher. Euh, pour tout ce qui est le Cher, euh, donc je connais pas très bien la situation là-bas pour les sternes, mais je sais que c'est essentiellement la LPO Bourgogne-Franche-Comté, Oui, c'est ça. avec l'aide ou je sais pas comment ça s'organise, avec peut-être Nature Nièvre qui s'occupe pour les 2 départements, puisque la Loire se divise entre les 2 départements sur une longue distance. Voilà, donc c'est avec eux, c'est d'eux qu'il faudrait se rapprocher pour éventuellement faire des actions de médiation dans le département du Cher, pour les gens qui sont du Cher ici ce soir. Et je sais plus quelle est la personne référente à la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Tu l'as en tête ou pas? Je sais pas s'il a trouvé, hein, on peut Non, mais l'envoyer. je pourrais pour ceux, s'il y a des personnes du Cher ce soir qui sont intéressées pour cette mission, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les coordonnées de la personne référente à la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Comment pourra-t-on être informé des dates prochaines? Eh bien, je vais reprendre la liste des adresses mail des personnes participantes ce soir et on vous enverra les dates des 3 sessions de terrain qu'on va fixer. Alors, ce sera certainement courant du mois de mai, juin, plus peut-être en juin, de manière à ce que les colonies soient bien fixées et qu'on soit vraiment dans pleine période de reproduction. Manon, j'aurais aimé savoir s'il y a un document, parce que moi, je suis souvent à Montsoreau où habite ma mère, en fait, à côté de Camp-Saint-Martin, et je vois effectivement pas mal de dérangements entre Tours et du coup Caen, parce que j'y vais. Et je me demandais si dans des campings, il pourrait y avoir des affichettes ou des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup quand même de touristes ou dans les mairies. Je ne sais pas si on peut avoir un relais en prévention, c'est-à-dire qu'avant que les gens n'arrivent, je vois bien que les gens, ils sont heureux, quoi, ils sont contents, et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'information, ça c'est clair, qu'ils ne percutent pas que l'oiseau le dérangement, quoi, en fait. Alors, on avait communiqué, en tout cas en Indre-et-Loire, on l'avait fait, on avait communiqué aux communes qui, je mets des gros guillemets, qui hébergeaient une colonie de sternes, en gros
les communes sur lesquelles s'étaient installées des colonies de sternes, on leur avait communiqué un livret en fait qui expliquait la biologie des espèces, les enjeux et surtout les cartes de présence. Euh, on- je, je pense que ça n'a jamais pris, enfin en tout cas elles n'ont pas été très réceptives parce qu'on n'a jamais eu de retour concernant ces livrets ou un quelconque affichage en fait dans les mairies. Mais c'est vrai que sur les campings, en tout cas ceux qui sont situés en bord de Loire, on pourrait prévoir voilà, enfin, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, on pourrait faire le tour, enfin en tout cas les contacter pour en tout cas leur donner les informations et de la même manière qu'on le fait pour les loueurs de canoë, ça pourrait être une bonne idée. Oui, je pense, oui, les loueurs de canoë, ça c'est sûr. J'apprécie beaucoup, tu te dises, il faut parler et expliquer parce que je pense que les gens, ils sont heureux en fait de voir ces oiseaux, effectivement. Et du coup, leur dire merci, bah, je vois que vous aimez ces oiseaux. Et voilà, vraiment, quand j'en vois, ça me met en colère, mais je commence comme ça parce que vraiment, on voit que les gens, ils sont contents ou ils sont avec leur chien. Et puis, et vraiment, on a l'impression qu'ils s'imaginent pas. Enfin, c'est même sûr, ils s'imaginent pas, quoi. Donc, il faut vraiment discuter avec eux. Et je me dis que quelquefois, même avoir un petit support, c'est pas mal aussi, ouais. Oui. Ou avoir nous-mêmes un badge, peut-être. Est-ce qu'on peut, je sais pas si Alors, vous l'avez abordé. oui, on a prévu de réaliser donc ce qu'on appelle un peu le kit du médiateur. Donc ça va être comme une espèce de mallette pédagogique, on va dire, qui seront distribuées à tous ceux qui veulent s'engager dans cette mission cette année. Donc ce sera composé d'un badge LPO de manière à ce que vous soyez identifiable sur le terrain. Vous aurez une plaquette avec la présentation des oiseaux de Loire. Il y aura évidemment pas que les sternes, il y aura tous les oiseaux qu'on peut observer sur la Loire. Je sais plus ce qu'on a prévu d'autre. Une cartographie donc des zones en APPB et des îlots qui sont occupés par des colonies de sternes, avec éventuellement des petits pictogrammes pour les îlots qui sont les plus sensibles au dérangement. Et une plaquette avec les différents dispositifs de protection qui sont mis en place dans chaque département de manière à pouvoir les montrer aux promeneurs, aux gens qui sont en canoë-kayak pour qu'ils puissent en amont identifier voilà, les panneaux, se dire bon bah c'est tel panneau que je vais croiser, donc ça il faut que je les évite. Si jamais vous devez rencontrer des gens, ce sera un bon support pour leur présenter les choses avant qu'ils tombent dessus. Donc oui, il y a des choses qui sont prévues pour vous aider sur le terrain à pouvoir discuter et montrer des choses promeneurs, enfin, aux gens que vous pouvez croiser. Bah, merci parce que moi, ça fait donc j'adore la loi et à chaque fois, j'essaie d'aller vers les gens et c'est très délicat quand on n'a pas de crédibilité, quoi. On est le simple passant, donc on a beau même en expliquant, c'est vrai que je trouve que c'est bien aussi de le sortir, pas forcément tout de suite, mais au moins qu'il y ait une crédibilité parce que après, on peut avoir un discours, elles peuvent dire bah oui, mais moi je peux vous dire le contraire, etc. Mais si on a une plaquette avec des faits avérés, objectifs, scientifiques, je trouve que c'est bien ça permet peut-être même que les gens, sur le coup, ils vont pas être contents, forcément, on est un peu enfin, c'est frustrant, quoi, d'empêcher les gens, mais de le lire en revenant au camping ou je sais pas, en se promenant, ça peut rebaisser les tensions, et ça peut être important. Oui. En tout cas, moi, je sais que depuis des années, je suis frustrée de ne pas pouvoir intervenir. Là, j'en ai vu il y a pas longtemps, bah, c'était sur le truc de Caen, de la confluence, c'était terrible, il y avait les chiens et tout ça, et je suis pas allée, quoi, parce que bon, pour l'instant, il y avait pas, il y avait rien à dire, mais je voyais bien que de toute façon, plus tard, ça serait pareil, quoi. Aucune conscience et la joie d'être là aussi, c'est ça qui est ennuyeux, quoi. Enfin, ennuyeux, je veux dire, c'est Alors, bien, mais là, je vais juste intervenir pour dire quelque chose que vous allez bien aimer, je pense. C'est que cette année, il y aura une petite nouveauté, c'est qu'en plus des sternes, des colonies de sternes qui sont déjà signalisées par des panneaux, on va installer des panneaux aussi sur certaines plages et grèves, ouais. accessibles à pied par tous,
sur lesquels nichent aussi certaines espèces. Et notamment, alors, généralement pas les sternes nichent vraiment sur des îles, mais ça peut être les gravelots ou des Oui, eudychèmes. Et la plage de Cande, enfin la pointe du bec de Vienne, fait partie des sites sur lesquels seront posés des panneaux. Euh, donc, ce ne sera pas des panneaux d'interdiction, puisqu'il n'y a pas d'interdiction. Par contre, ce sera des panneaux pour sensibiliser les gens à dire attention, il y a des espèces protégées qui nichent sur cette plage, donc tenez bien vos chiens en laisse, ne vous attardez pas trop, ne marchez pas au milieu des cailloux puisqu'ils ont leur nid et que vous pouvez écraser leurs œufs sans les voir. Et au moins, juste, ça aura au moins le rôle d'informer qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu, il y a un enjeu, il y a une espèce qui niche là, qui est protégée et qui est menacée par les promeneurs. Donc c'est déjà une première forme de sensibilisation. Donc pour certains, ça fera rien. Pour d'autres, par contre, peut-être que ça fera quelque chose. Donc sur la plage de Cande, il y en aura au moins deux qui seront installés sur les deux entrées principales de ce qu'on appelle la plage, oui, de ce que j'appelle moi la plage, mais oui, qui est une oui, moi longue j'appelle brève. ça aussi la plage de Voilà, la confiance. Bah, je vous voilà, remercie parce que c'est là où je suis très en colère en général. voilà, je sais. Mais moi Vous aussi, devez parce que l'an comprendre parce que dernier, vous voyez le lieu. voilà, l'an dernier, bah oui, j'avais vu l'an dernier, il y avait des gravelots qui couvaient et il y avait des promeneurs à côté. Et je ne sais pas Oui. si ces gravelots, ils ont réussi à avoir des poussins, j'en suis vraiment pas sûr. Donc voilà, c'est une des opérations qu'on va faire cette année. Donc ce sera des panneaux à moitié pédagogiques et à moitié d'avertissement. Donc il y aura un peu de Mhm. pédagogie. Ça s'inspire en fait de ce qui a été fait sur les plages en bord de mer, où il y a une autre espèce de gravelot très rare qui niche sur les plages directement, et où il y a des panneaux qui ont été mis pour expliquer aux gens, attention, il y a des espèces protégées qui nichent sur cette plage, et puis des informations sur la bonne attitude à avoir pour pas les déranger le, le moins possible. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés de cette année. Bah, c'est très bien, bravo, merci. De rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc la suite, elle va s'organiser, comme on vous l'a dit, avec des sorties de terrain. Et à la suite, en fait, de ces sorties, normalement, vous aurez vraiment tous les outils et toutes les informations pour devenir un vrai médiateur de la Loire. Et donc, on mettra en ligne, comme on l'avait fait l'année dernière, un tableau, en fait, un tableau partagé qui reprendra la totalité des îlots qui sont occupés par des colonies et dans lesquels vous pourrez vous inscrire en tant que surveillant pour une journée ou pour un créneau horaire, de manière à ce qu'on sache quels îlots sont surveillés et quand et de manière à se répartir un petit peu comme ça tout le long de la Loire pour que l'ensemble des colonies soient surveillées, notamment pendant les périodes sensibles. Donc ça va être les périodes de forte chaleur, là où les gens se mettent le plus facilement à l'eau. Pendant les périodes aussi où il y a le plus de touristes et donc il y a des descentes de canoë qui sont plus fréquentes. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir s'organiser et de quadriller la Loire, si on peut dire ça comme ça. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Ben, il est 20h30 tout pile. Je pense qu'on a respecté pile poil l'horaire. De toute façon, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit, vous avez nos adresses mail, donc vous pouvez nous écrire et on vous communiquera dès qu'elles seront fixées les dates des sessions de terrain. Ouais, je vais juste dire une chose aussi qui peut-être va vous intéresser certains ou certaines d'entre vous, c'est que si vous ne vous sentez pas encore trop capable, alors évidemment, il y aura la formation sur le terrain qui vous aidera beaucoup à vous sentir un peu plus légitime et un peu plus en confiance. Mais si toutefois vous le souhaitez aussi, on peut essayer de faire en sorte au départ, pour vos premières en tout cas, sorties sur le terrain en autonomie, que vous soyez peut-être accompagné. On peut essayer de faire en sorte de mettre en place des binômes pour les gens qui préfèrent ne pas être seuls pour ce genre de mission. Ça fait partie des choses qu'on peut envisager, au moins pour débuter. Donc n'hésitez pas à nous le dire si le problème se pose pour vous, d'intervenir seul dès le départ. Voilà.
Et puis aussi, je voulais rassurer un peu en disant que, alors certes, il y a des journées où ça peut être un peu stressant parce qu'il y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de menaces sur les colonies. C'est pas, mais c'est loin d'être tous les jours et c'est loin d'être partout. Voilà, il y a des endroits où c'est relativement calme. Ça peut être une ou deux interventions en quelques heures, parfois de surveillance seulement. Et le reste du temps, franchement, on est bien au bord de la Loire. C'est agréable. Il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a des belles observations à faire. Voilà, il y aura beaucoup de plaisir aussi pour la plupart d'entre vous, j'espère, à être au bord de la Loire, profiter des oiseaux de la Loire et puis en plus faire une mission utile. Tout ça en même temps. Donc voilà, voilà, je tenais à le dire, et j'espère que vous l'entendrez. Et ben, si c'est bon pour tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette visio. Et puis, ben, on se revoit très vite en bord de Loire. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous, au revoir. Et bonne soirée. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.